Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous parlons immobilier. Alors si vous essayez d'acquérir un logement, un appartement ou une maison, avant même de prendre rendez-vous avec votre banquier, il faut mettre toutes les chances de votre côté. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Quoi acheter, où acheter et à quel prix? Réponse ce soir dans notre émission. À tout de suite. C'est passé. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, bienvenue dans la bande sur Calédonia. Alors, afin de faciliter leurs investissements, les professionnels et les particuliers ont besoin d'informations, alors d'indicateurs, de tendances et de perspectives fiables. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité justement sur notre plateau le Cédric Bérode, président de la Confédération immobilière de la Nouvelle-Calédonie. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'inviter. Alors Cédric, pour entrer dans le vif du sujet, comment se porte le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie? Alors on a connu des belles années. Au niveau, il y a un bon indicateur, c'est les crédits bancaires que font les banques. Donc on sait que chaque année, ils ont fait plus. Et là, on a donc eu une année 2017 record. Ça a été principalement aidé par la défiscalisation locale, mais d'une manière générale, on a un marché sain avec des ventes. Donc tout va bien. Tout va bien. Alors Cédric, nous avons également en plateau Stéphanie Marlier, la talentueuse Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir, Bonsoir. oui, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Bonsoir Cédric. Très bien, merci. Alors Stéphanie, tu as 30 ans, tu es active, tu souhaites accéder à la propriété. Quelles sont les questions que tu te poses? Moi, je me demande, est-ce que justement avec l'approche du référendum, est-ce qu'il est bon d'investir ou pas? Et où? Enfin moi, principalement, comme je vis en province nord, j'aimerais investir en province nord. Donc c'est pas évident en fait, quand on est jeune, de trouver un terrain abordable, on va dire, surtout quand on est célibataire sans enfant. Avec des chiens? Avec des animaux, oui, effectivement. Et donc voilà. Donc, j'aimerais. Alors ça fait beaucoup de questions, mais la première déjà, c'est la peur éventuellement du référendum là, en 2018. On va en reviendra reparler après. de toute façon. Donc déjà, on a beaucoup d'aides aussi pour les personnes même célibataires. Donc il y a moyen. Les premiers achats sont toujours beaucoup aidés. Donc on a pas mal d'aides à ce niveau-là. Donc de toute façon, moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'il est toujours temps d'acheter. C'est toujours le bon moment en fait. Parce que si on passe son temps à payer des loyers pendant 10 ans, 20 ans, on se retrouve à 50 ans sans rien et à la retraite et tout l'argent passe dans le loyer. Donc il faut acheter. Maintenant, il faut savoir dimensionner par rapport à ses revenus et par rapport à ses besoins. Alors, faut-il craindre 2018? C'est la question à laquelle on essaiera de répondre tout au long de cette émission. Alors, comment se porte le marché de l'immobilier? Défiscalisation locale, est-ce encore le moment d'acheter? Dans quelles conditions accéder à la propriété? Réponse dans notre émission ce soir. Tout de suite, jingle, c'est comment, Prosper Poigo, si tu peux nous le lancer, merci. Alors, les prix de l'immobilier font l'objet de bien des fantasmes, Cédric. Alors, 2018 sera marqué bien évidemment par la sortie de l'accord de Nouméa avec ce référendum prévu le 4 novembre. Cédric, vous l'avez dit, le marché se porte bien. Faut-il comprendre qu'il n'y a rien à craindre, quel que soit le résultat de ce référendum? Tout à fait. Nous, on a des marqueurs. On est sur le terrain. On rencontre vraiment la clientèle de tout type pour des produits 15 millions jusqu'à 90 millions. La défiscalisation locale, il faut comprendre que c'est des engagements sur 6 ans. Donc, c'est beaucoup d'investisseurs qui ont acheté et qui s'engagent sur 6 ans pour avoir une économie d'impôt. Donc, forcément, vu les quantités qu'on a vendues pendant 4 ans, on sait que déjà, toutes ces personnes-là ont investi sur 6 ans, donc ne sont pas du tout inquiètes. Après, ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que c'est plus vraiment les questions, c'est plus ça. On a le vivre ensemble qui est là. Les inquiétudes se portent plus sur le nickel, par exemple. Parce qu'en effet, avec la crise qu'on a connue, ils se sont dit, mince, on n'a plus de revenus, qu'est-ce qui va se passer? Donc le problème, il s'est déplacé quelque part au niveau économique et il n'est plus au niveau réellement politique. Et là, la défiscalisation, c'est essentiellement, ça intéresse essentiellement les grands investisseurs. Il y a un peu de tout. Là, ils ont créé un système avec des SCI où on peut faire des achats à plusieurs. Mais sinon, c'est vrai que vu les SCI, déductions fiscales, si vous pouvez société civile immobilière, donc c'est 3 ou 4 personnes qui se mettent dans une petite société qui vont partager 30% chacun des parts et qui vont pouvoir défiscaliser sur un achat immobilier conséquent, par exemple. Alors, vous le dites, le marché se porte bien. Est-ce qu'il faut différencier province sud de la province nord? On est forcément sur la province sud avec là où on a le plus de transactions. On a eu un observatoire de l'immobilier qui a été établi jusqu'en 2015. Qui est en veille malheureusement. Qui est en veille malheureusement. On a fait une réunion la semaine dernière. Il va être relancé. Donc on va avoir les chiffres de 2016 et de 2017
Normalement, d'ici fin de l'année, ils doivent d'abord être analysés pour voir qu'il n'y ait pas de choses bizarres, d'écart, parce que c'est de la statistique. Donc ça, on va avoir des indications déjà qui vont être importantes. Beaucoup plus concrètes. Et ensuite, bon, il y a plein de critères qui font qu'il n'y a pas de souci pour acheter dès maintenant. Alors, pénurie de logements et loyers extravagants sur le marché de l'immobilier dans la zone VKP, ça semble revenir à la normale depuis quelques mois, selon un de vos confrères basé en province Nord. Comment expliquez-vous cette stabilisation? Il y a eu un peu un effet de yo-yo. Hein. Il y a eu d'abord tout le monde, il y avait un gros manque en biens immobiliers, donc tout le monde a produit, les prix ont grimpé, et puis du coup, après, tous ces produits-là, ils se sont retrouvés sur le marché, donc d'un coup, il y en avait trop, donc ça a baissé. Et là, maintenant, on restabilise tout ça avec les nouveaux projets qui se font en province Nord, et donc les prix reviennent à la normale, en fait. On a connu un peu des aberrations, on avait des niveaux locatifs comme au niveau de Nouméa, on avait vraiment des... Oui, qui ressemblait à peu près au prix qu'on pouvait proposer dans les quartiers sud de Tout à fait. Donc, Nouméa. on va dire que ça se stabilise, on a un retour à la normale. De toute façon, le marché immobilier, c'est l'offre et la demande, donc ça se stabilise toujours en fait par rapport à la population. Est-ce que finalement c'est le bon moment d'acheter? Alors, pour moi, c'est toujours un bon moment parce que de toute façon, il faut regarder sa situation. Bon, déjà, il faut être en CDI, il faut pouvoir en avoir les moyens. Donc, une fois qu'on en a les moyens, il vaut mieux acheter que louer. Et quitte à acheter en conditionné, en taille, par exemple, si on commence et qu'on est jeune et qu'on va louer un studio pendant 5 ans, les gens, ils attendent souvent, ils se disent, je vais attendre d'acheter ma maison quand je serai riche à 40 ans. Donc, à quel âge il faut acheter sa première maison? Voilà, commencer par acheter un petit studio. On va demander des frais de notaire qui vont être réduits parce que c'est des petits montants. Et puis, le jour où on se met en couple, on revend. On récupère, au lieu d'avoir perdu des loyers, on va récupérer une épargne. Donc, c'est-à-dire tous ces loyers qu'on a mis pour rembourser le crédit. On revend. Même en revendant à perte, on va quand même avoir une petite épargne qui va être faite, qui va permettre de le placer pour acheter un F2. Pour acheter un peu plus grand et ainsi de suite. 5 ans plus tard, on a des enfants, on revend, on achète un F3, on achète un F4. Donc, il ne faut pas attendre le bien parfait, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une différence de prix considérable d'une province à une autre? Et est-ce que, justement, quelqu'un est là pour surveiller ces prix? On n'a pas beaucoup de données, malheureusement, parce que l'Observatoire est au ralenti. Mais de toute façon, le gros des transactions se fait sur la province Sud. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup sur la province Nord, il y en a beaucoup moins. Mais les écarts de prix, de toute façon, ça se fait par rapport à l'offre et la demande. Donc, les écarts de prix, c'est difficile à dire, parce que c'est pareil, en province sud, vous êtes dans Nouméa, une villa, ça va être maintenant 50 millions, puis à Païta, Dambéa, Mont-d'Or, vous allez être à 25 millions. Donc sur Koné, vous allez être sur des mêmes tarifs, je pense. Stéphanie, toi, tu as essayé d'acheter, tu t'es malheureusement vu un échec dans ta démarche. Quelles sont les questions que toi, justement, tu t'es posées? Enfin oui, donc effectivement j'ai essayé d'acheter, comme tu l'as dit, et donc mon projet n'a pas pu aboutir. Bon, donc j'ai fait les démarches, je suis allée à la banque et tout ça, parce que je savais déjà ce que je voulais, enfin j'ai un projet déjà défini. Après, là où j'ai eu un petit souci, c'est par rapport au promoteur qui n'a pas voulu donner suite à la mise en place du lotissement et tout. Et donc là, c'est sûr que ça fait quelque chose, parce que quand on fait des démarches, il y a pas mal de choses à faire, aller à la banque, faire un crédit, après il faut aller chercher un constructeur, et après il y a les permis de construire. Bon, j'avais de la chance parce que le constructeur, donc, lui, s'occupait du permis de construire, mais après il fallait aller au notaire. Donc c'est des démarches, et quand à la fin on dit bah non, il n'y a plus, donc c'est sûr que c'est décourageant. C'était une construction de villa? Oui, c'est dans un lotissement privé en fait. Donc parti sur un terrain, une construction, une vente en état futur d'achèvement, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut savoir justement avant d'acheter? Voilà, vous n'avez pas choisi le chemin le plus facile. C'est pour ça qu'à la limite, il vaut mieux commencer par acheter un petit studio. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus simple, il est déjà construit. Mais en effet, il y a beaucoup de démarches. Il y a le financement qui est compliqué, les notaires c'est compliqué. Il faut suivre, savoir avec quel promoteur on veut travailler, sa réputation. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter sereinement? L'idée, c'est quand même justement de demander conseil à un agent immobilier parce que lui, il a l'habitude de ces démarches-là, il connaît les personnes, donc il pourra aller plus vite. Alors, ce n'est pas toujours la solution miracle. Il y a parfois où il y a un promoteur qui va faire défaut, il y a parfois où on va avoir des soucis
irréconciliables, comme on dit, donc pas possible de solutionner. Et à ce moment-là, c'est le métier qui rentre, comme on dit, c'est l'expérience qui arrive. Mais voilà, donc un agent immobilier va pouvoir vraiment aider, driver les aides, le financement, c'est jamais simple. Et quand on achète pour la première fois, on ne sait pas les délais, on ne connaît pas, on sait pas grand-chose. On a besoin d'être accompagné. Voilà. Si on le fait soi-même, c'est très compliqué. Nous, on le voit de toute façon auprès de la clientèle, c'est-à-dire que le métier d'agent immobilier a beaucoup évolué. Au début, c'était quelque chose où on proposait un produit et on se débrouillait. Maintenant, on propose du service. Ça veut dire qu'on va accompagner au niveau bancaire, on va accompagner au niveau juridique, on va accompagner au niveau conseil, quel bien, quel dimensionnement de bien, quelle zone. Donc c'est vraiment un métier qui est en train de se globaliser, enfin de devenir très important au niveau service. C'est construit, oui. Voilà. Alors lorsque l'on souhaite accéder à la propriété, il est bon de se renseigner sur les aides dont on peut bénéficier. Je vous propose de regarder ce spot qui a été réalisé par la Province Sud. Aidé par la Province Sud. Aidé par la Province Sud. Aidé par la Province Sud. En 2012, la Province Sud a aidé plus de 180 familles calédoniennes à devenir propriétaires de leur logement en primo-accession. Vous aussi, vous pouvez bénéficier du dispositif d'aide à l'accession à la propriété de la Province Sud et obtenir jusqu'à 3 millions de francs pour acheter votre logement. La Province Sud reconduit ce dispositif en 2013. Renseignez-vous auprès de la Maison de l'Habitat au 24 06 99 ou sur province-sud.nc, rubrique logement. D'ailleurs, là, je tiens à préciser que ce spot il date de 2012, mais vendredi dernier, la Province Sud a adopté la réforme de son code d'aide à l'habitat avec une diminution de cette aide de 3 millions à 2 millions. Cédric, quelles sont les autres aides dont on peut bénéficier pour accéder à la propriété? Alors, on a vraiment essayé de privilégier les premières accessions, les premiers achats, parce que ceci pour éviter les effets de spéculation, ça veut dire des gens qui vont acheter et revendre et qui vont bénéficier d'aide. Donc ce n'est pas le cas, c'est pour les premiers achats. Donc on a en effet l'aide au logement qui est une somme qui est donnée directement, il faut que ce soit une construction neuve par contre, chaque aide a ses critères. La première aide, c'est les taux d'enregistrement réduits, donc ce qu'on appelle communément les frais de notaire, qui sont donc, voilà, on a du 12% pour un achat normal et on a bénéficié de 4% en moins quand c'est une première acquisition. Donc ça, c'est ce qu'on finance, c'est ce qu'on paye chez le notaire en plus du prix d'achat. Et donc ça, c'est pareil, il y a des engagements, il ne faut pas revendre pendant 5 ans ou pas mettre en location pendant 5 ans pour éviter justement qu'il y en ait qui en bénéficient. Qui en profitent un peu voilà, trop. Qui en profitent un peu trop. Et on a le prêt à taux zéro, en effet, qui est aussi en place. Donc ça, il y a des critères qui sont la taille de la famille. Donc s'il y a 5 personnes, c'est là que l'aide est la plus importante. Et les revenus du foyer aussi qui sont pris en compte pour déterminer le montant de ce prêt à taux zéro. Donc en fait, il va y avoir un taux zéro pour une partie du crédit et l'autre partie du crédit qui est financée à taux normal auprès des banques. Stéphanie, les démarches ont été compliquées pour toi de comprendre tout ça? Il y a beaucoup de choses à assimiler, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des gens en fait, qui m'ont quand même expliqué, je veux dire, au niveau de ma banque, après au niveau de l'agence immobilière, après quand j'ai rencontré même le notaire, j'ai appris des choses. Ouais. Mais c'est vrai que je partais à l'aventure à chaque fois. Appris, par exemple? Quand on est primo-accédant, par exemple, on ne paye pas la taxe communale, vu qu'à Coné, on a une taxe communale. La TCA. Voilà, donc du coup, j'ai appris, je ne savais pas. Donc il m'a dit que voilà, il y avait un papier à remplir et tout. Donc voilà, j'ai appris tout au long de mes démarches des choses. Donc c'est vraiment une démarche assez complexe finalement. Eh bien, on facilite l'accession à la propriété, mais d'un autre côté, ça complexifie complètement les démarches parce que toutes ces aides passent par des nouveaux... Il n'y a plus la banque et le notaire, il y a la direction des affaires économiques, il y a voilà, la maison de l'habitat et du coup, avant, on mettait des compromis donc entre le moment où on signe chez le notaire et le moment où on rentre dans les lieux où on achète. Sur 3-4 mois, maintenant on est sur des délais de 5-6 mois. Il y a des déclarations fiscales à donner. Quand on prend un peu de retard sur le dossier, il faut refaire sa déclaration d'impôt. C'est en effet, c'est pas facile, mais on y arrive, on est entraîné, on sait le faire et donc on est là pour donner vraiment du conseil à ce niveau-là. Donc vous accompagnez au mieux votre clientèle. On a des lotissements qui sont quasiment exclusivement bénéficiants de toutes ces aides. Donc voilà, on sait que ces dossiers-là, on sait les faire. On met en place des petits mémos qu'on donne aux clients pour qu'ils sachent à quelle étape il en est parce que c'est vraiment un chemin de croix dans ce cas-là. Mais après, on est content une fois qu'on a accédé à la propriété. Mais après, on est content, oui, tout à fait. Alors, Cédric, concrètement, comment acheter à bon prix? Alors, comment acheter à bon prix?
La base, c'est de regarder ses revenus, hein, parce qu'en fait, c'est tout simplement ça. Voir sa banque, savoir le montant qu'on peut emprunter en utilisant toutes les aides, et après voir ce qui va correspondre à son montant empruntable. Donc voilà, s'il y a 25 millions et qu'on veut une maison, il faut voir ce qu'on veut aussi. Hein, on va devoir sortir un petit peu, peut-être des centres, aller un peu plus loin. Autrement, on va pouvoir acheter un appartement, mais à ce moment-là, plus central, mais qui va, il n'y aura pas de jardin, il n'y aura pas ces choses-là. Oui. Donc il faut mettre en adéquation ses revenus et ses besoins. Alors, je vous propose de faire une petite pause, hein, parce qu'effectivement, on en apprend beaucoup depuis le début de cette émission. Stéphanie, on va passer à la jingle C'est net. C'est ça. Au jingle C'est net, pardon, à la chronique C'est net de Stéphanie. Ouh là là. Alors, pour cette chronique, vous allez voir des choses complètement insolites en matière d'immobilier. Donc, dans la première vidéo, je vous propose de découvrir cette visite hors norme d'une maison à vendre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet agent immobilier néerlandais a de la suite dans les idées. Comme vous pouvez le voir, Prosper, merci. Voilà, alors en fait, la visite s'effectue à bord d'un wagon, tel un parc d'attractions. Des idées c'est assez original. Tout à fait. Ouais. Ça change des visites standards, on va dire. On fait des choses maintenant avec la réalité virtuelle. Ça me fait penser un peu à ça, sur tout ce qui vous utilisez les moyens modernes. Voilà, les visites virtuelles pour les biens qui ne sont pas encore construits. Donc ça permet de se balader dedans et avec le casque, hein, et on peut se balader. Ça correspond tout à fait à ce qu'il fait sans le caddie, donc sans le chariot, qui amène des sensations fortes. C'est ça que vous proposez à vos clients? Sur certains produits, donc notamment tout ce qui est vente en état futur d'achèvement, qui n'est pas encore construit, ça permet au client de se balader dans son appartement, de voir sa distribution. De s'imaginer dans son salon, de choisir, sur son canapé. On peut même choisir les carrelages, on peut choisir les couleurs, il y a plusieurs choix sur les visites virtuelles. Qu'est-ce qui plaît aux Calédoniens ? Qu'est-ce qui plaît aux Calédoniens? Encore une fois, on repart sur les besoins, hein, c'est-à-dire et les revenus. Mais évidemment, on vit en extérieur, donc des maisons, idéalement, et un jardin. Un pavillon, un jardin. Et si c'est trop cher et qu'on ne peut pas, ça va être des grandes terrasses. Parce qu'on va vouloir être en extérieur. On n'aura pas beaucoup d'appartements avec des petits balcons où là, tout de suite, on a une décote au niveau du prix. Donc il y a des affaires à faire aussi à ce niveau-là, ce sera moins cher. Mais c'est vrai que les besoins, les Calédoniens, ils aiment bien vivre en extérieur, quoi. C'est normal. Stéphanie ? Deuxième vidéo. Oui, alors à présent, direction la petite ville des Côtes d'Armor en Bretagne. Et vous allez voir que finalement, être propriétaire n'a pas que du bon, notamment lorsque l'on a des locataires assez spéciaux. Après, la célèbre piscine des pièces d'or de l'oncle Picsou, je vous propose de découvrir la piscine des canettes de bière. Oh, ouais. Une réaction, Cédric? C'est l'horreur. Toi qui es, vous qui êtes, propriétaire d'un immeuble, vous en pensez quoi? Il y a des grosses problématiques au niveau… Parce que là, quand on est propriétaire de son appartement ou de son bien et qu'on le met dans cet état-là, ça regarde chacun. Mais quand on est locataire, on a des problématiques où on retrouve des logements vraiment détériorés, abîmés. Et là, c'est très compliqué, quoi. Et justement, par rapport à ça, quels sont les recours face à ce genre de situation? Ce sont les agences immobilières qui font du locatif, qui donc vont faire des états des lieux avant, après, et qui vont essayer de retenir des cautions. Mais parfois, il y a vraiment tout à refaire, quoi. Donc là, on est sur des situations un peu compliquées où la caution ne va pas pouvoir couvrir la réhabilitation du bien, quoi. Troisième vidéo. Une petite dernière. Alors, et enfin, si je vous dis maison à vendre ou encore chasseur d'appart, vous me dites… Stéphane Plaza. Tout à fait. La star donc de l'immobilier, enfin des agents immobiliers donc en France. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir une petite compilation des frasques de cet agent immobilier, pas comme les autres. Alors attention, là il faut se baisser. Là il n'y a que Zoé qui passe. Alors ça, le matin, c'est hyper dangereux. Oui. Surtout une bonne poudre dans la tête, on la prend qu'une fois. En revanche, ailleurs, on aimerait la prendre plus souvent. Non, je plaisante. Même mettre encore un lit là-haut. Ah bah il y a un lit en bas. Non mais il y en a déjà un. Hein. Monte maman. C'est fou, hein. On peut dormir, on peut vivre avec. C'est pas vrai. Stéphane. Comment il a fait? Oui, c'est vrai que la double vasque, c'est important. Ouais. Dans une chambre parentale,
C'est bien d'avoir une double vasque dans la salle Pour de que bain. chacun puisse se brosser les dents Oui, de c'est son ce que côté. tout le monde veut, de toute façon. Pour remettre une couche sur le brossage de dents. Cédric, qu'est-ce qui fait un bon agent immobilier? Un bon agent immobilier, c'est un agent immobilier professionnel. Donc, on a une profession qui est très encadrée. Il y a la direction des affaires économiques qui nous contrôle. Il va y avoir c'est important de demander, quand on travaille avec un agent immobilier, de voir sa carte professionnelle, même si c'est une pratique qui n'est pas encore très répandue, mais ça permet de savoir si vraiment il est professionnel. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction des affaires économiques, on nous demande un extrait de casier judiciaire, des garanties responsabilité civile, des garanties bancaires. Donc ça apporte du sérieux. Donc nous, on a par exemple dans notre confédération des chartes qualité pour justement apporter le métier vers la meilleure exécution, parce qu'il y a trop souvent une mauvaise réputation des agents immobiliers un peu voleurs. Et ça, il en existe, comme dans tous les métiers, mais l'idée, c'est vraiment de les contrôler, d'éviter qu'ils travaillent et d'avoir des professionnels. Donc, on crée des confédérations, on crée des associations et on essaie d'apporter une charte, on essaie d'apporter du service. On travaille avec le gouvernement, avec les institutions pour mettre en place des textes qui sont intéressants économiquement pour le pays. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir à qui on s'adresse. Il y a un célèbre arnaqueur là, qui a été récupéré par l'État, qui va en prison, c'est bien. Mais si les gens avaient demandé sa carte ou s'étaient un peu renseignés, ils auraient su. Il y a des gages de confiance qui sont notamment les agences qui sont dans le syndicat, dans la confédération, dans les confédérations, parce qu'on est plusieurs. Alors d'ailleurs, cette année, la formation au diplôme universitaire à la profession immobilière proposée à l'université s'ouvre aux bacheliers cette année. L'année dernière, elle n'était qu'ouverte aux agents dans le secteur. Ouais. C'est une inscription. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril. C'est un marché à occuper, l'immobilier? Ça, par exemple, typiquement, c'est ce que la Confédération, on travaille sur plein de sujets. Et pour une professionnalisation de la profession, c'est un terme un peu récurrent, mais on a mis en place cette formation l'année dernière qui était d'abord dédiée à nos employés pour leur apporter vraiment plus de connaissances, que ce soit syndic, commercial, marketing, juridique. Il y a une grosse part de juridique. Maintenant, on s'est rendu compte que ça intéressait aussi le grand public et ça va nous permettre d'employer du personnel formé. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est très content, qui fonctionne très bien. On a eu des très bons retours de la part de la première promotion et on espère que ça va continuer et on va continuer de travailler dans ce sens-là. Dans cette formation, nous les professionnels, on donne des cours aussi pour que ça colle au terrain. C'est bien, oui. Donc, ça permet d'avoir une vision concrète du terrain. C'est une petite formation, il y a 150 heures, il me semble, de mémoire, mais on couvre vraiment l'essentiel, des bonnes bases pour faire ce métier-là. Alors Cédric, avec la Confédération immobilière de la Nouvelle-Calédonie, vous avez été sollicité l'an dernier pour participer à une étude sur l'impact de la défiscalisation locale. Alors, le secteur a le vent en poupe, vous l'avez dit. Est-ce que la défiscalisation locale y est pour quelque chose? Oui, la défiscalisation locale, c'est une mesure qui a été faite pour relancer d'une part le BTP, pour le soutenir, et pour lutter contre la vie chère. Donc on a instauré des plafonds locatifs qui ont permis de baisser les loyers à hauteur de 10-15%. On a produit aussi beaucoup d'appartements, ce qui a rééquilibré le marché de l'offre et la demande. Donc ça a permis de répondre à une demande, donc forcément de revoir un peu les prix à la baisse au niveau locatif notamment. Oui. Donc ça a participé à la vie chère, à lutter contre la vie chère et à relancer aussi l'industrie. Donc jusque-là, ça va se finir en 2018, cette année. Donc on est très content de ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir travailler sur quelque chose qui va prendre le relais éventuellement pour soutenir l'industrie du BTP dans son ensemble. Donc on pense notamment, ça fait plusieurs fois, il y a énormément de comités, de réunions qui se sont faites dans des cellules BTP, des choses. Donc là, on pense par exemple à tout ce qui est rénovation. Il y a plus de 200 immeubles dans Nouméa qui nécessitent d'être vraiment rénovés parce que c'est insalubre, c'est délabré. Donc maintenant, on va s'orienter sur ça et ça peut être le cas aussi sur la brousse. Parce qu'il y a aussi des bâtiments qui sont en train de tomber en morceaux et qui nécessitent d'être repris, rénovés, quoi.
Donc ça pourrait être des mesures incitatives fiscales à ce niveau-là, comme ils ont fait pour les baux ruraux, par exemple, pas d'imposition. Enfin, on travaille sur plusieurs choses. On peut imaginer plusieurs choses pour maintenir une bonne santé dans le secteur. Tout va bien pour l'instant parce qu'on a bien bossé jusque-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer de bosser parce que c'est quelque chose, si on s'arrête, ça va et forcément, ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler, il faut bosser. Alors Stéphanie, tu as poussé d'ailleurs la réflexion au-delà de la barrière de corail. Hein. Je t'écoute. Tout à fait. Alors en fait, la Nouvelle-Zélande est l'une des destinations touristiques privilégiées des Calédoniens. Donc selon Philippe Meneux et Myriam Cléman, conseillers en investissement en Nouvelle-Zélande, la situation actuelle est favorable à l'investissement, tout simplement car le dollar a baissé de 10%. L'an dernier, 70 biens ont été vendus à des Calédoniens, alors il s'agit essentiellement d'achats de résidences secondaires. Alors cela prouve vraiment l'intérêt des investisseurs du Caillou pour la Nouvelle-Zélande. Alors qu'est-ce qui explique cet engouement donc, pour la Nouvelle-Zélande? Eh bien c'est tout simple. Tout d'abord les Calédoniens ils investissent car les démarches à l'achat sont très faciles, je bafouille, et très rapides, même s'il est prudent tout de même de se faire accompagner pour connaître un peu les rouages de l'immobilier en Nouvelle-Zélande, mais aussi parce que les frais notaires sont fixes. Donc, ils sont de l'ordre de 91 300 et des poussières. Et à titre d'exemple, un studio en Nouvelle-Zélande, dans le centre d'Auckland, il coûte environ 12 millions de francs et un V2 environ 15,5 millions de francs. Et c'est vrai que quand on compare les prix avec ce qu'on a chez nous, c'est quand même plus avantageux d'investir en Nouvelle-Zélande que chez nous. Bien qu'après, c'est sûr que si on veut vivre en Nouvelle-Calédonie, l'idéal, c'est d'acheter ici. Hein. Ouais. Parce que vous en pensez quoi, vous, Cédric, de cet investissement hors territoire? La base déjà de l'investissement, c'est la première règle, c'est si on veut mettre en location, c'est d'acheter près de soi pour pouvoir contrôler s'il y a un problème, ce qui se passe, la qualité. Là, on parle de personnes qui peut-être achètent pour leur résidence secondaire, donc pour leurs vacances, donc très bien. Après, pour ce qui est de la facilité, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est plus simple. On essaye aussi de travailler là-dessus, simplifier les démarches en Calédonie. C'est pas toujours simple, mais on essaye aussi et surtout d'éviter que les capitaux partent du pays. Et donc, voilà, moi je suis plutôt pour investir dans mon pays pour faire marcher l'économie. Mais bon, voilà, on peut comprendre des résidences secondaires. Il y en a qui font en effet la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Thaïlande, elle vend en poupe en ce moment. Attention, c'est risqué quand même. Si c'est votre premier achat ou première chose en dehors du pays, faites attention parce que c'est quand même risqué. Après, chacun fait ce qu'il veut en effet. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui vend des biens en Nouvelle-Zélande et qui fait ça très bien d'ailleurs. Elles vendent pas mal de beaux appartements. J'étais moi-même à un moment intéressée pour investir en Nouvelle-Zélande, mais bon, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait avoir une résidence secondaire. Donc voilà, il faut déjà d'abord acheter son logement avant de réfléchir à la résidence secondaire. Donc ça concerne une petite partie du marché, mais qui n'est pas la principale et celle dont on s'occupe le plus. Donc, pour terminer cette émission, Cédric, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que les Calédoniens doivent retenir de cette émission ce soir? Ce qu'il faut retenir, c'est que d'une manière générale, il n'y a pas réellement de bon moment pour acheter. C'est toujours le bon moment. En fait, acheter, c'est déjà une bonne chose. Voilà, il faut se lancer. Si on parle de la transaction, hein. Donc, le marché locatif, il a baissé. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Les loyers ont baissé. On a travaillé pour la vie chère. Maintenant, ceux qui hésitent… Contre la vie chère. Contre la vie chère, pardon. Contre la vie chère, évidemment. Ceux qui hésitent encore de passer le pas, c'est qui prennent la tâche d'un agent et qui commencent surtout par un petit projet. Ça ne sert à rien d'attendre de pouvoir acheter sa maison de rêve quand on aura vraiment les fonds à 40 ans, quoi. Il faut commencer petit et au fur et à mesure, on va pouvoir apporter un capital, créer son capital en fait, donc créer sa retraite. Donc, merci Cédric, tu nous as vendu du rêve. D'ailleurs, pour terminer cette émission, je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo qui est assez décalée, Stéphanie Marlier. Tout à fait. Donc on la regarde? Oui. Et on en parle après alors. Rien que pour toi. La recherche d'appartement, aujourd'hui c'est tellement mais pas avec Citia. Citia, envie d'être enfin posé sans jamais être fliqué. Va voir Citia. Citia est l'agence de rencontres immobilières qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Citia, envie d'un appart, va voir Citia. Citia. Citia.com.
C'est rigolo ce petit spot. Cédric, ce genre de choses, vous pourrez le faire pour vendre plus, pour attirer plus de clientèle? C'est en effet des choses qui peuvent être faites. En fait, c'est pour essayer de communiquer sur un nom qui n'est pas forcément facile à se rappeler. Donc, ils font des choses un peu rigolo, comme ça, le nom reste en tête. Donc, c'est des choses qu'on peut envisager, en effet. Avec vous allez pouvoir proposer ça à vos adhérents de la Confédération? Peut-être. On voudrait travailler sur notre propre site internet qui serait très complet avec du conseil et des choses comme ça. Donc ça pourrait être des approches, en effet, pour le faire connaître. Dans combien de temps, ce site internet? On travaille dessus. C'est un sujet de longue haleine, mais d'ici la fin de l'année, on espère avoir avancé. Et donc c'est peut-être pour la courant d'année prochaine. Super. Cédric, merci d'être venu en plateau, nous parler de nous avoir fait rêver. J'ai essayé. Je vais pouvoir réfléchir à investir incessamment sous peu. Stéphanie, merci. J'espère que Cédric a répondu à tes questions. Oui, j'ai plein de conseils. J'ai compris que j'ai fait beaucoup d'erreurs. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a d'autres questions. Super. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Au revoir.